La prise en charge de l'arthrite juvénile, ben, c'est un grand sujet. C'est vrai qu'on a 40 minutes pour en parler. C'est très court. Et donc, on va essayer d'orienter sur quelques aspects. Je voulais regarder surtout par rapport au bilan, le bilan rhumatologique, parce que c'est vrai que ce bilan, il a des implications qui sont un peu différentes que dans la polyarthrite de l'adulte, et ça me paraissait essentiel qu'on en parle. Alors, je vais vous présenter rapidement un petit cas. Alors, je pense que c'est un peu trop large, en tout cas de ce côté-là. Là, on le voit mieux. C'est un petit garçon de 3 ans qui boite depuis 2 jours, qui n'a pas de fièvre, pas d'autres symptômes, qui une semaine auparavant avait chuté. Dans son anamnèse personnelle, il n'y a rien de particulier. C'est un enfant en bonne santé habituelle. C'est un enfant d'origine suisse, pas de maladie dans la famille. Donc à l'examen, il est en bon état général, il est affébrile, il a un genou qui est tuméfié, qui est chaud, il n'y a pas de lésion cutanée, il y a également une limitation dans la mobilité avec un petit flexum, mais l'examen général est parfaitement normal. Voilà, donc là vous avez une image de son genou. Voilà, ici qui est tuméfié et rouge un peu, tout à fait. Voilà. Alors quand on se retrouve face à ce tableau clinique, on a tout un diagnostic différentiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les diagnostics auxquels on doit penser? Alors d'abord l'infection, à quoi est-ce qu'on doit penser? En général face à un genou gonflé, qui est un peu chaud, chez un enfant qui a un bon état général? Voilà, traumatique. D'accord. Oui, exactement, tout à fait. Il y a l'arthrite septique, ça c'est juste, auquel il faut penser. Alors ça, disons, oui. Alors c'est vrai que la première difficulté en cas de monoarthrite, c'est vraiment d'exclure une arthrite septique. Alors après, selon la présentation clinique, on va faire des examens ou pas. Ici, quand on voit un enfant qui est en parfait état général, il n'a pas de fièvre, mais il y a des arthrites septiques qui peuvent commencer sans fièvre. On va faire un certain nombre d'examens aussi pour nous conforter. Ça dépend aussi quel est l'examen local. C'est vrai qu'il est un peu rouge. Donc le fait qu'il soit rouge, ça peut parler pour une arthrite septique. Et donc il faut examiner l'enfant. C'est vrai qu'un genou en général un genou d'inflammatoire chez l'enfant, il ne sera pas extrêmement douloureux. Il sera un peu limité, un peu douloureux. D'ailleurs l'anamnèse aussi n'est pas très parlante. À 3 ans, si vraiment il avait une arthrite septique, il pleurerait, il serait vraiment pas bien. Donc, mais ça, c'est vraiment la différence à faire au départ, oui. Mais à l'examen, il y avait vraiment un glaçon, c'était vraiment articulaire, c'était pas cutané. Mais c'est vrai que c'est un peu comme s'il y avait un peu un rash sur le genou. Ça, c'est juste. Voilà, donc l'arthrite septique, c'est la première des choses à laquelle vous allez penser, et ça c'est vraiment essentiel. Ce n'est pas toujours évident chez le petit enfant. Après, il y a la question du traumatisme. Ça, c'est souvent un piège, c'est qu'il y a souvent un enfant qui il va tomber régulièrement. C'est-à-dire un enfant de 3 ans qui ne chute pas pendant un mois, c'est qu'il est resté tranquille ou qu'il n'est pas bien. Mais juste pour dire qu'une chute chez l'enfant, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et on le voit souvent dans l'anamnèse, on pose la question, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, est-ce qu'il y a une chute? Ah oui, il y a une chute, mais en général, ce sont des chutes qui sont banales. Donc ça peut nous orienter en effet vers un traumatisme, donc il faudra dans le bilan en tenir compte aussi. Et je fais toujours une radio du genou dans ce genre de situation pour être certain qu'il n'y a pas de traumatisme, parce que ça peut passer relativement inaperçu. Je me rappelle d'une petite demoiselle qui avait une tuméfaction de la cheville, qui passait vraiment pour quelque chose d'arthritique, et puis on a fait une radio et il y avait une fracture, et puis c'était passé inaperçu qu'elle s'était fait mal, parce que ça c'est l'autre chose, c'est que souvent on ne voit pas quand les enfants ont eu un traumatisme, et puis à l'âge de 3 ans, ils ont un peu de peine à vous expliquer qu'ils ont vraiment eu un traumatisme. Voilà, alors là, on n'a probablement pas d'arthrite septique, pas quelque chose de traumatique. Maintenant, au niveau infectieux, à quoi est-ce qu'on va encore penser? Alors nous, on y pense, mais je ne sais pas si chez vous, vous y pensez aussi. Oui, alors il y a principalement l'ostéomyélite à Kingella,
qui peut donner un tableau comme ça c'est juste. Et c'est vrai qu'en l'absence de fièvre, si le syndrome inflammatoire n'est pas trop important, on peut plutôt le laisser de côté, mais il faut y penser. Et surtout là, ça fait 2 jours, peut-être que ça vaudra la peine de refaire une radio par la suite. Ça, c'est évidemment quelque chose auquel il faut penser. Maintenant, au niveau infectieux, il y a encore une chose à laquelle nous, on pense, mais je ne sais pas si chez vous c'est un problème, c'est la maladie de Lyme. Ouais. Alors, chez nous, ce n'est pas non plus un diagnostic qui est très fréquent, malgré le fait qu'il y a une forte prévalence de la Borrelia selon les endroits. On a peut-être diagnostiqué une arthrite sur 20 ou sur 50 monoarthrites sera une borréliose. Mais le problème de la borréliose, c'est que dans l'anamnèse, vous n'avez pas toujours la morsure de tique. Enfin, ça peut passer totalement inaperçu. Nous, quand on parle de tiques, on pense à ces tiques qu'on retrouve sur le chien, qui sont très grosses, qu'on voit bien. Mais chez l'enfant, ça peut vraiment être des toutes petites têtes d'épingle. Et puis, ça passe inaperçu. La tique, elle tombe après 48 heures, mais elle a déjà inoculé la borrelia. Et donc, ça vaut vraiment la peine. L'érythème aussi qu'on retrouve n'est pas toujours présent. Donc, nous, on fait toujours une sérologie. Parce que l'implication est que si elle est positive et si on confirme par le Western blot une borréliose, on va traiter par antibiotique et il y a de très fortes chances que la maladie s'en aille. Alors que si on ne le traite pas, eh bien, ça va rester. Et donc, ça vaut vraiment la peine de faire cette sérologie. Donc, moi, c'est vraiment le message que je donne, c'est de faire une sérologie pour la borrelia chez tout le monde. Il ne faut pas oublier que la sérologie pour la borrelia, elle croise avec d'autres bactéries. Donc, quand on a une sérologie qui est positive, il faut toujours demander un Western blot pour être sûr que c'est vraiment une borréliose et pas un faux positif. Voilà. Donc, ça, c'est pour le côté infectieux. Après, du côté infectieux, face à une monoarthrite, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Après, le diagnostic différentiel tumoral, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a la question de la leucémie, ça c'est juste. Mais ça, c'est quelque chose qui, avec cette présentation bon état général, c'est vraiment rarissime. Mais c'est vrai que ça vaut la peine à ce moment-là de faire une formule sanguine. Et puis, cette formule sanguine, il faut peut-être la répéter si on a un doute par la suite. Ça, c'est juste. Après, du point de vue tumoral, avec une présentation comme celle-là, il y a certaines tumeurs dans le genou. Il y a des différentes tumeurs bénignes qu'on peut avoir dans le genou. Donc, si on a un doute, parfois, il faut faire une IRM. Mais je dirais d'emblée, c'est pas du tout le premier examen qu'il faudrait faire. Mais il faut savoir qu'il peut y avoir des tumeurs qui peuvent se présenter ainsi. Après, au niveau hématologique, il y a une maladie, c'est un petit garçon. Une hémophilie, voilà, exactement, qui pourrait se présenter avec une hémarthrose à répétition. Il y a aussi des hémoglobinopathies qui peuvent donner ce genre de choses. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Alors maintenant, il reste les aspects inflammatoires. Alors du point de vue inflammatoire, à quoi est-ce qu'on peut penser? Alors, une maladie de style, mais là, il faudrait avoir les symptômes systémiques. Mais si on parle d'une arthrite juvénile, on parle de quelle forme? Oligo-articulaire, voilà, exactement. Et ça, c'est vrai que cette présentation-là est assez typique d'une forme oligo-articulaire d'arthrite juvénile, parce qu'il y a très peu de symptômes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'oligo-arthrite, parfois, elle est découverte par les parents parce qu'il y a une tuméfaction du genou. L'enfant, tout petit, ne va pas se plaindre de ça. Et donc, du coup, ça va passer totalement inaperçu. Il va continuer de courir. Puis parfois, les parents, quand ils ont vu ça, ils voient « Ah oui, mais le matin, il y a une petite boiterie au réveil, mais il n'y a rien d'autre. » L'enfant, il continue de courir tout à fait normalement. Donc ça, c'est vraiment une présentation qui est très typique. Et quand elle est comme ça, cette présentation, vraiment, l'arthrite septique devient quelque chose de vraiment totalement négligeable, excepté si le bilan sanguin vous inquiète. Mais autrement, c'est plutôt négligeable. Mais en dehors de l'oligoarthrite, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Alors une spondylarthrite, mais c'est un petit peu trop tôt, parce qu'à 3 ans, en général, c'est vrai que comme vous nous l'avez bien montré hier, il y a le diagnostic différentiel entre l'oligoarthrite et la forme anthésique. Ce n'est pas toujours facile, mais je pense que chez le petit enfant,
À 3 ans, là, c'est assez clairement une oligoarthrite. S'il avait 7-8 ans, là, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est une spondylarthrite débutante? Et ce n'est pas toujours évident de faire la différence. Il y a encore les arthrites post-infectieuses. C'est-à-dire l'enfant a pu faire une virose quelques semaines auparavant, et puis il fait une arthrite comme ça, on le traite par anti-inflammatoire, au bout de 2-3 semaines, c'est loin. Donc ça, il faut le considérer, parce qu'avant de faire un grand bilan pour une arthrite para-infectieuse, eh bien, ça vaut la peine de voir déjà un peu quelle est l'évolution. Alors, oui, c'est ce qu'on appelle les arthrites réactionnelles. Oui, oui, il y a des arthrites post-virales qu'on retrouve chez les... Alors, on l'appelle arthrite post-virale, ce sont des enfants qui font une infection virale et qui, quelques semaines après, développent une arthrite qui va disparaître très rapidement. Oui, ça c'est tout à fait, oui. Oui, oui. Oui. D'accord, oui. Ça peut durer plus longtemps, oui. On ne peut pas être sûr du diagnostic. Mais je pense que ces arthrites post-infectieuses, c'est la forme la moins sévère d'arthrite juvénile. Parce que finalement, une arthrite juvénile, qu'est-ce que c'est? C'est une réaction exagérée à quelque chose qui a stimulé le système immunitaire. Et puis après, ça reste une arthrite juvénile, tandis qu'une arthrite para-infectieuse s'en va. Et il y a la définition des 6 semaines. En dessous de 6 semaines, on dit que c'est plutôt post-infectieux si ça disparaît. Au-dessus, c'est plutôt arthrite juvénile. Mais ça, c'est nous qui avons décidé que c'était 6 semaines, que voilà, la nature, elle fait les choses différemment. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'arthrites post-infectieuses, mais il faut les suivre, ces enfants, parce que finalement, quand on a un enfant comme ça, comme je vous ai présenté, qu'est-ce qu'il prend comme risque si on le suit et si on regarde ce qui se passe? Pas grand-chose. Finalement, ce que vous voulez, c'est être certain que ce n'est pas un des diagnostics différentiels. Et puis après, si l'enfant va bien, vous lui donnez des anti-inflammatoires, il va un peu mieux avec ça, vous pouvez le suivre. Avoir une destruction de son genou en quelques semaines, non, ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas. L'arthrite, elle est vraiment, ce n'est pas une polyarthrite rhumatoïde qui est rapidement destructrice. Ici, on a un peu plus de temps. Donc ça vaut la peine de se donner du temps si on voit que l'impact est relativement peu important sur l'enfant, pour éviter de se précipiter, faire des tas d'examens, dépenser beaucoup d'argent pour finalement après se retrouver face à quelque chose qui disparaît par lui-même. Oui. Alors ça, c'est une autre forme de l'arthrite post-virale. Alors peut-être que... Alors, post-infectieuse, pardon. Alors il y a les arthrites post-virales. Pardon, excusez-moi, alors c'est dans la façon dont on... Oui, alors vous avez les post-infectieuses, mais qui ne sont pas les réactives, parce qu'une réactive, c'est vraiment dans le cas d'un HLA-B27, en lien plutôt au niveau intestinal, etc., qui est quelque chose de plus rare, en tout cas chez le petit enfant, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouverait. Donc là, c'est post-viral, et puis vous avez aussi les formes qui sont post-streptococciques, mais qui ne sont pas très fréquentes, et puis là, c'est souvent difficile de poser le diagnostic, excepté si on a réellement une infection streptococcique qui a été mise en évidence. Mais c'est assez rare quand même comme pathologie. Et puis, vous la voyez en Tunisie, probablement vous la voyez plus que chez nous. Ça dépend vraiment de l'épidémiologie du streptocoque. Ouais. Oui. Oui, alors c'est vrai que 3 ans, c'est l'âge limite parce qu'on dit que jusqu'à 1-2 ans, on ne fait pas d'infection streptococcique, on fait beaucoup d'infections virales. Et c'est probablement un petit peu plus tard, et ce n'est pas obligatoirement l'âge, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas l'âge cible pour une post-streptococcique. Alors, vous serez peut-être amené plus à faire les aslos que nous on le fait. Moi, je déconseille vraiment beaucoup aux pédiatres de faire les aslos, parce que sinon, ça faisait partie de tout le bilan. Et puis, on avait des aslos où c'est marqué limite supérieure 250, et puis il y a 330, et on se dit, ah voilà, c'est une arthrite post-streptococcique. Non, parce que n'oubliez pas que les aslos, ça n'est pas un test qui est normal ou pas normal. C'est une réponse contre le streptocoque, donc c'est une réponse immune. Et si on fait des anticorps vaccinaux, par exemple, si vous faites des anticorps vaccinaux pour le tétanos, vous allez avoir des enfants qui vont avoir une réponse modérée, d'autres qui vont avoir une réponse très importante au niveau du taux d'anticorps, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils répondent bien ou pas au vaccin. C'est simplement que selon comment on répond
au niveau immunologique, on va monter ces anticorps plus haut ou pas. Par contre, si les ASLO sont à 700, 800, 1000, 1200 et au-dessus, là, ça devient beaucoup plus suspect. Tout en sachant que dans le RAA, il y a quand même 10 à 15% qui sont ASLO négatifs et pour lesquels on fait d'autres, les antistreptodornases et kinases, mais pour lesquels on a beaucoup plus de peine par rapport aux normes. Oui, 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 absolument, tout à fait. Donc il faut vraiment le relier à la clinique. Votre commentaire est très important, il faut vraiment le relier à la clinique. Mais le problème de toutes ces maladies post-streptococciques, c'est qu'il y a très peu de littérature et que la littérature n'amène pas beaucoup de choses très solides. Donc il faut vraiment se méfier. Et je pense vraiment le message, c'est que les ASLO, s'ils sont positifs, il faut le relier à la clinique et il faut qu'ils soient vraiment élevés. 700, c'est un peu la limite, 700-800. Alors peut-être que vous avez plus d'ASLO élevés en Tunisie. Nous, on voit rarement au-dessus de 500-600. Oui, d'accord. Oui. Rhumatisme articulaire aigu. Tandis que l'arthrite post-streptococcique, c'est une entité qui est à part par rapport au rhumatisme articulaire aigu. Et justement, on n'a pas besoin de traiter avec de l'extensiline au long terme pour l'arthrite post-streptococcique, parce que le risque d'atteinte cardiaque est vraiment extrêmement faible à ce niveau-là. Alors après, il peut y avoir des débats, mais au début, il y a 20 ans, on traitait parfois, on proposait de traiter, mais maintenant, on ne le propose plus. Parce que vraiment le risque de développer quelque chose de cardiaque est faible. Et puis mettre un enfant sous extensiline, d'abord c'est extrêmement douloureux, ces injections. Et puis ils ne vont pas le vouloir. Puis alors proposer de prendre la pénicilline tous les jours, déjà pour traiter une infection, si on arrive à faire ces 10 jours de traitement, c'est déjà beaucoup. Donc c'est quelque chose qui n'est pas utile. Par contre, ce qu'on propose, c'est de traiter très rapidement s'il y a des symptômes qui sont suggestifs d'un streptocoque. Là, on vient de diagnostiquer une vasculite post-streptococcique chez un jeune homme de 18 ans qui s'est présenté comme un style et puis qui a développé des douleurs dans les mollets extrêmement importantes lors de la deuxième poussée et puis un érythème noueux. Et il a des ASLO à 1200. Et chaque fois avant, il a fait 2 poussées. Chaque fois avant, il a fait quelque chose d'infectieux qui n'a pas été bien documenté, mais quelque chose d'infectieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle une vasculite post-streptococcique. Et vraiment, ce qui est typique, c'est cette douleur dans les mollets extrêmement importante. Et puis, on leur donne de la cortisone et très rapidement, alors qu'ils étaient pratiquement limités au lit, ce jeune homme, il marchait comme ça. Et puis, quand il avait marché pendant 5 minutes, il fallait qu'il s'arrête parce qu'il avait mal ensuite. Et on donne des stéroïdes et ça passe extrêmement rapidement. Et ce sont des... Alors, c'est toujours la question, est-ce qu'il faut traiter par antibiotique ou pas ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'éléments qui permettent de le prouver. Là, la première poussée, en tout cas, il avait eu des antibiotiques pour une sinusite, qui n'était probablement pas une vraie sinusite, mais voilà. Après, oui, je pense que ce n'est pas une erreur de le faire. Donner un traitement de 10 jours de pénicilline, c'est quelque chose de tout à fait bénin face au risque de récidive. Il n'avait pas d'arthrite. Oui. Mais il avait peu de nouure. Alors bon, oui. Oui, mais il avait 2 nouures, 2 petites nouures sur les jambes, et puis vraiment, les mollets étaient extrêmement douloureux. Mais voilà, peut-être que ça joue également un rôle. Et aussi dans la cinétique, c'était pas. Il a commencé par des nouures et il a développé ces douleurs dans les mollets après. Donc, mais après, voilà, c'est post-streptococcique et ça répond très bien aux stéroïdes. Non, on ne va pas le mettre sous extensiline. Oui. Le conseil, c'est qu'il doit se traiter dès qu'il a des symptômes, parce que clairement, il avait des symptômes, il a, après un intervalle libre de 2-3 semaines, et c'est ensuite que ça a commencé. Juste pour vous répondre par rapport à l'érythème noueux, on a fait chez ce jeune homme une IRM des mollets, et ça montrait des signes de myosite. Oui, des signes de myosite. Mais bon, on ne peut pas faire la différence sur une IRM entre une myosite et une panne musculaire. Donc une périartérite noueuse, il faudrait faire une biopsie. Ça nous paraissait un peu agressif pour ce jeune homme d'aller faire une biopsie, surtout qu'en terrain inflammatoire, souvent on cicatrise moins bien, et qu'il n'avait rien pour une dermatomyosite.
C'était vraiment pas du tout au niveau des cuisses, donc c'était pas proximal, c'était vraiment très distal. Et puis la présentation avec de la fièvre pendant quelques semaines sans atteinte cutanée autre que l'érythème noueux parlait vraiment contre. Mais le problème avec ça, c'est que c'est des diagnostics pour lesquels les limites ne sont pas très bien, très bonnes, donc c'est un peu difficile. Oui. Écouvillonnage. Oui, pour faire, on a un streptotest qu'on peut faire, test rapide, on peut tout à fait le faire, oui. Le problème, c'est qu'il y a 10 à 20% des enfants qui sont porteurs. Et donc, si on le fait, oui, c'est juste. Mais après, ça vaut la peine, une fois qu'on a traité, de refaire le streptotest, parce que ça permet à ce moment-là de voir s'il est porteur, parce qu'on a traité, puis il y a toujours encore un streptocoque. Streptocoque est un sujet difficile. Alors, il nous embête moins parce qu'on a peu de ce genre de pathologie, mais probablement plus chez vous. Oui. Ça vaut la peine de le faire pour voir la diminution, parce que normalement, lorsque la maladie va mieux, les ASLO vont diminuer. Et alors, logiquement, quand on n'a plus de stimulation, disons le système immunitaire n'est plus stimulé, les taux en général rediminuent. Mais de nouveau, oui. Parce que normalement, lorsqu'on est simplement... Parce que l'autre hypothèse, c'est que les ASLO à 1200, ça a été une réponse contre le streptocoque qui persiste. Ce n'est pas une réponse exagérée face à un streptocoque qu'on vient d'avoir. Et là, les taux devraient rester élevés. Mais de nouveau, la littérature pour ça, on a une fois avec mon collègue à Lausanne fait une revue pour un journal suisse il y a de nombreuses années et on n'a pas trouvé grand-chose dans la littérature et depuis, il n'y a pas grand-chose que j'ai vraiment vu sur le sujet. Alors, je vais passer plus loin pour les diapositives. D'accord, magnifique. Très bien. Voilà, donc on a parlé d'arthrite septique, ça vous voyez ici. Ici, il n'y a pas de fièvre, il va bien, il n'y a pas de lésion cutanée. Il y a la question du Kingella-Kingé. Il y a la maladie de Lyme dont on a parlé. Il y a les arthrites virales. Avec les différents virus qui peuvent donner ça, on ne les recherche pas. Hein. C'est simplement, on peut avoir un contexte clinique qui nous y fait penser, mais on ne fait pas de recherche virale. Ça n'a pas de sens. Il y a les maladies inflammatoires, l'arthrite juvénile. Il y a évidemment toujours penser à quelque chose de malin ou de bénin au niveau tumoral. On a parlé de l'hématologique et puis également du traumatique, voilà, fracture. Alors, qu'est-ce que vous allez faire comme investigation? Quels sont les tests que vous aimeriez faire? Il n'est pas fébrile. Non, il est afébrile. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Oui. Alors, la question, est-ce que c'est aigu ou pas? Ça, on n'en sait rien, parce que peut-être que ça fait déjà des semaines que ça dure et que la maman vient de le constater, comme ça peut être apparu juste maintenant. Donc, pour reprendre le diagnostic différentiel, on va faire une radio. Ça, c'est important pour être sûr qu'il n'y a rien au niveau osseux. Ça, c'est la première des choses, ça, c'est important. Après, au niveau inflammatoire, vitesse de sédimentation, CRP, et puis la formule sanguine complète. Ça, c'est vraiment extrêmement important, c'est la base. Après, est-ce qu'on va aller plus loin avec les anticorps antinucléaires, le Lyme ou pas, ou est-ce qu'on va attendre 2-3 semaines pour voir l'évolution? Ça, c'est au choix de chacun. Mais c'est vrai que si on était certain que ça fait que 2 jours que ça a commencé, je ne ferai pas tout ce bilan, parce que finalement, ça ne va pas nous aider pour quelque chose d'immédiat. La question de la ponction, la seule pathologie qui nécessiterait la ponction, c'est l'arthrite septique. Donc, si on a le moindre doute par rapport à une arthrite septique, vous vouliez dire quelque chose? Une hémopathie? Ah, une hémophilie, ça c'est juste, oui, tout à fait. Après, c'est quelque chose d'extrêmement rare. S'il n'y a pas d'autres signes, c'est vrai que je ne ferai pas d'emblée test par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il faut l'avoir en arrière-pensée le cas échéant, comme pour les tumeurs bénignes également. Mais dans un premier temps, vraiment, ça, c'est le bilan de base.
Et puis après, si les choses durent, alors à ce moment-là, on peut passer aux anticorps antinucléaires. On fait quand même le facteur rhumatoïde, même si c'est vrai qu'il est en général négatif. Et puis, on ne va pas faire un HLA-B27 parce qu'il est trop jeune. Ça n'a pas de sens. Et puis, on fait une sérologie de Lyme, bien entendu. Ça, c'est chose importante. Si le facteur rhumatoïde est négatif, je ne pense pas. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on utilise très peu les anti-CCP en pédiatrie, vu qu'ils sont très rarement positifs en dehors du facteur rhumatoïde. Mais peut-être qu'on devrait plus faire ça que le facteur rhumatoïde. Mais pour le moment, dans notre classification, c'est vraiment le facteur rhumatoïde qui est pour la classification. Mais à 3 ans, voilà. On le fait parce que pour notre classification, c'est important d'avoir un facteur rhumatoïde négatif. Sinon, on serait dans une forme indifférenciée si c'est une oligo avec facteur rhumatoïde positif. Oui, oui, toujours. Alors ça, c'est un point extrêmement important. On sait que quand les anticorps antinucléaires sont positifs, on a 15 à 20% de chance d'avoir à un moment donné une uvite asymptomatique qui se développe, mais ceux qui sont en A négatif l'ont aussi. Et vu les conséquences potentielles d'une uvéite non traitée, on se doit, chez tout petit enfant comme ça, où on pense à une arthrite juvénile, on fait rapidement un examen ophtalmologique parce que ça peut précéder. Il y a une petite partie des cas pour lesquels l'uvéite va précéder le développement de l'arthrite. Et donc là, ça vaut la peine de le faire précocement. Et nous, on le fait tous les 3 mois ensuite. Parce que vraiment, ils ne peuvent pas nous signaler s'il y a un problème. Au niveau du status, il n'y a qu'une chose que vous pouvez faire, c'est regarder la pupille si elle est ronde ou pas. Parce que si vous avez des synéchies, ça peut se voir. Et encore, il faut vraiment bien regarder. Ce n'est pas évident. Mais en tout cas, vraiment faites faire ces examens ophtalmologiques. Parce qu'autrement, on se retrouve avec des enfants qui ont évolué pendant des mois avec une uvéite et ils commencent déjà à avoir une cataracte, à avoir un glaucome, à avoir des synéchies importantes et puis ils vont nécessiter un traitement chirurgical aussi qui est très difficile à faire en milieu inflammatoire. Donc vraiment ça, c'est un point important. Pendant plusieurs années, vous faites tous les 3 mois des examens et ça dépend beaucoup de nous en tant que médecins de pouvoir dire aux patients, vous devez faire ça. Parce que vous emmenez votre petit enfant chez l'ophtalmologue 3 fois, 4 fois, chaque fois il dit ça va bien. On dit mais pourquoi est-ce que j'y vais, ça ne sert à rien. Et donc il faut vraiment les motiver parce qu'il y a aussi beaucoup d'ophtalmologues qui ne savent pas et qui disent ah mais vous reviendrez, c'est comme chez l'adulte, vous reviendrez quand l'œil est rouge ou quand il fait mal. Et en fait ce n'est pas ça. Là vraiment chez l'enfant, à cet âge-là, c'est rarissime qu'il y ait des symptômes, en tout cas précocement. Alors, le contrôle jusqu'à quel âge, c'est très difficile. On sait que même 7 ans après le début d'une arthrite juvénile, on peut encore avoir une uvéite qui apparaît. Après, lorsque l'enfant a passé un certain âge, il pourra vous dire s'il voit un peu moins bien. Donc, c'est pour ça qu'à partir de 7-8 ans, on peut espacer à tous les 6 mois, et puis après, au bout de quelques années, toutes les années. Mais la difficulté, c'est qu'on ne sait pas, ça peut venir encore très, très tardivement comme problème. Donc il y a une prise de sang, une imagerie, ça on en a parlé. Est-ce qu'il faut faire une échographie ou pas? Je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire dans un premier temps. L'échographie elle sera utile après pour le geste, c'est-à-dire pour l'infiltration articulaire. Et puis la ponction de genou, c'est vraiment surtout pour exclure quelque chose d'infectieux. Il ne faut pas hésiter à le faire si on a un doute. Par contre, il faut éviter les orthopédistes interventionnels. Alors nous, on n'a plus beaucoup ça maintenant parce qu'on les a vraiment éduqués. C'est qu'ils allaient faire une biopsie. Alors ça veut dire qu'on a un patient qui a presque pas mal au genou. On va lui ouvrir le genou et après, il a encore plus mal. Et puis finalement, ça n'a rien amené. En plus, l'orthopédiste, parfois, il ne va même pas faire une numération du liquide articulaire. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça, c'est vraiment un message, si vous pouvez le dire à vos chirurgiens orthopédistes, si ça vous arrive d'avoir ce genre de choses, interdit de toucher un genou d'enfant tant qu'on n'est pas certain qu'il y a vraiment une conséquence. Surtout que maintenant, avec l'IRM, on peut faire beaucoup d'investigations qui nous aident à avancer.
Voilà, alors ici, cet enfant, il avait une hémoglobine qui était normale, des leucocytes qui étaient normaux, des thrombocytes à 350 qui sont normaux aussi. N'oubliez pas que les enfants ont davantage de lymphocytes que de neutrophiles. Hein, donc le petit enfant, il développe son immunité, donc il a davantage de lymphocytes. Ce n'est pas anormal d'avoir beaucoup de lymphocytes. Si on arrive à 75-80% de lymphocytes, là, vous devez vous inquiéter. Parce que 75 à 80% de lymphocytes, il faut penser qu'à ce moment-là, il y a réellement, potentiellement, une maladie maligne qui se développe. Et puis, surtout, il faut regarder les neutrophiles dans leur nombre absolu. Parce que dès que vous avez le développement d'une neutropénie, il faut penser à ça. C'est très rare, mais je l'ai rencontré quelques fois dans ma carrière, vraiment d'un enfant, notamment, il y avait un exemple d'un enfant avec une boiterie en lien avec sa hanche. On n'a pas mis en évidence d'arthrite. Il a été considéré au départ comme un rhume de hanche, et puis finalement, il n'avait aucun symptôme généraux. Et puis on a fait des formules, et tout à coup on a vu 80% ou 85% de lymphocytes, une neutropénie. On a fait faire la ponction de moelle et c'était une leucémie. Et puis en reprenant l'anamnèse, la maman a dit « Ah oui, mais normalement, il faisait 1 heure et demie de sieste, et là, il faisait 1 heure de plus de sieste depuis quelques semaines. » C'était le seul symptôme qui était un symptôme général. Donc il faut se méfier quand on a un tableau clinique qui est un peu atypique de ne pas se faire avoir avec ça. Donc ça c'est pour la formule sanguine complète. Ici il n'y a pas de syndrome inflammatoire. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même régulièrement dans une oligoarthrite, c'est qu'on n'a pas de syndrome inflammatoire. Et ça c'est plutôt favorable parce qu'il y a une étude qui a montré que dans le suivi, ceux qui avaient une VS élevée avaient beaucoup plus de risques de développer, de rester en maladie inflammatoire et beaucoup moins de chances d'être en rémission. Sérologie de Lyme est négative. L'imagerie, la radio, il n'y a pas de lésion osseuse. On voit qu'il y a un épanchement, des signes indirects d'un épanchement. Liquide articulaire avait été fait parce qu'il y avait eu un doute chez cet enfant. Étonnamment, moi je ne l'aurais pas fait en racontant l'histoire comme ça. Maintenant, bon, c'est quand on voit l'enfant qu'on prend la décision. Il y avait une PCR pour le Lyme qui était négative, pour Kingella Kingé qui était négative, une culture stérile, et puis il y avait un liquide qui était réellement inflammatoire. Voilà, donc ça c'est pour l'oligoarthrite, on l'a évoqué tout à l'heure, quelles sont les autres choses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Principalement les anticorps antinucléaires, qui seront souvent positifs. Le facteur rhumatoïde, oui pour la classification, mais ce n'est pas nécessaire pour réellement rechercher quelque chose comme une polyarthrite rhumatoïde. Le HLA-B27, non. Et puis les ANCA non plus. Hein, ça ne sert strictement à rien. Ils sont souvent positifs en cas d'arthrite juvénile, mais sans spécificité. Voilà, bon, donc les anticorps antinucléaires, vous les connaissez bien. Ce sont des anticorps qui sont souvent positifs. Alors maintenant, on peut déterminer lorsqu'ils sont mouchetés et homogènes en même temps. Il y a un anticorps, alors je ne me rappelle jamais son nom, qu'on peut mesurer et qui chez l'adulte est souvent en lien avec des anticorps antinucléaires non pathogéniques. Malheureusement, chez l'enfant, ce n'est pas le cas. Cet anticorps, même quand il est positif, on peut avoir un lupus. Alors bon, vous savez comment se font les anticorps antinucléaires, j'imagine, avec l'immunofluorescence indirecte. Et puis là, le problème de cette immunofluorescence indirecte, c'est que ça dépend beaucoup de la qualité du laboratoire. Ce n'est pas simplement une machine calibrée qui va vous mesurer les anticorps antinucléaires, c'est réellement en lien avec une laborantine qui doit bien faire son travail, parce que lorsqu'on envoie des échantillons au laboratoire pour tester les laboratoires, parfois lorsqu'on envoie un échantillon d'anticorps antinucléaires, on peut avoir des résultats entre 1 sur 40 et 1 sur 1280 pour le même échantillon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, selon la qualité du laboratoire, ça peut poser problème. Et puis, ne pas oublier que chez l'enfant, 10 à 15% des enfants sont anticorps antinucléaires positifs sans aucune pathologie. Donc il ne faut pas le surinterpréter. Et même chez le petit enfant, se méfier des anti-ADN par ELISA. Ça m'est arrivé d'avoir des enfants avec une oligoarthrite typique, qui ont une évolution typique d'oligoarthrite, aucun signe pour un lupus, et qui avaient des anticorps anti-DNA positifs à l'ELISA, et qui ensuite en critidia étaient négatifs. Donc il faut vraiment faire attention avec les auto-anticorps. Les auto-anticorps, quand on voit le schéma
Ici, on a l'impression, c'est génial, avec ces auto-anticorps, on va pouvoir faire un diagnostic, mais souvent, le diagnostic, il doit vraiment être sur la clinique et pas du tout sur les anticorps, même pour le lupus, où on a normalement quand même suffisamment de critères. Là également, il faut se méfier. On a eu une jeune fille de 15 ans qui s'était présentée avec un problème de douleur dans le genou, une IRM qui n'avait pas montré d'inflammation. Et puis cette demoiselle est allée chez un collègue, un rhumatologue, qui malheureusement a fait un bilan avec des anticorps antinucléaires qui étaient positifs et qui a parlé. Et il y avait des anticorps anti-SM qui étaient juste à la limite supérieure, mais qui n'avaient pas été contrôlés dans un labo qui a l'habitude. Et ce rhumatologue a parlé de lupus. Et puis finalement, la patiente est venue à notre consultation, elle a été mise sous stéroïdes, il n'y a pas eu d'effet positif, plaquenil, sans aucune autre symptomatologie. Et puis la patiente est finie par venir chez nous et c'était une algoneurodystrophie. Donc c'est évidemment, d'abord, elle a reçu des médicaments pour rien. La prise en charge de l'algo n'a pas été faite. Et puis après, il a fallu négocier avec la jeune fille et les parents pour essayer de lui faire comprendre qu'on avait raison et que sa rhumatologue ou son rhumatologue avait tort. Donc, bon, ça, c'est des choses, en général, un rhumatologue ne devrait pas faire ce genre de diagnostic, et en général, ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas une bonne façon de prendre en charge, mais il faut donc se méfier de ces auto-anticorps. On pourrait les surestimer dans leur valeur. Il faut vraiment toujours le faire en lien avec la clinique. Vous aviez une question? Alors, d'abord la clinique, toujours d'abord la clinique, toujours d'abord la clinique. Il n'y a aucune clinique, si je comprends bien, chez cet enfant pour... Voilà. Alors, oui. Mais en même temps, oui, mais ça va bien sûr qu'on peut tout imaginer. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on a une stimulation très importante de l'immunité, comme on peut l'avoir dans une tuberculose disséminée ou dans d'autres causes infectieuses, on peut avoir un hyper-IgG et à ce moment-là, on peut avoir des auto-anticorps qui apparaissent, qui sont faussement positifs. Donc je pense que ça vaut la peine de le suivre. Ce n'est pas la tuberculose en elle-même qui le fait, c'est simplement la stimulation du système immunitaire. Et chez l'enfant, on voit beaucoup plus facilement des auto-anticorps qui apparaissent à taux faible. Donc bien sûr qu'il faut regarder du point de vue de la clinique, mais si pour la clinique actuellement vous n'avez rien pour une connectivité mixte, je ne m'inquiéterai pas du tout. Il faut déjà traiter ce que vous faites certainement, cette tuberculose. Ben, vous le remesurez, vous verrez si une fois qu'on a calmé la tempête inflammatoire de la tuberculose, si on a toujours ces anticorps. Moi, je suis toujours surpris quand il y a deux maladies extrêmement rares qui arrivent chez le même enfant. Un style. Non, mais le style et le chevauchement. C'est ça, non, c'est clair que la tuberculose au centre de l'Afrique, ce n'est pas vraiment quelque chose de rare. Mais les choses rares, c'est commencer par un style pendant des années et puis ensuite avoir une maladie typiquement auto-immune. C'est un peu étonnant. Alors, rien n'est impossible. Un système immunitaire est très inventif pour faire n'importe quoi. Mais je serais vraiment prudent de ne pas parler de ce diagnostic tant qu'on n'a pas la clinique qui va avec. Je suis d'accord que le méthotrexate peut aussi, disons, cacher certains symptômes. C'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'elle développe des auto-anticorps alors qu'elle, du point de vue clinique, les choses sont contrôlées? Voilà, c'est un peu surprenant, mais c'est l'évolution qui permet de le dire. De nouveau, ce qui est important, c'est vraiment de ne pas oublier que la clinique prime et que si on a ces auto-anticorps, on les suit. Et c'est vrai que cette jeune fille dont j'ai parlé avec l'algo, peut-être qu'elle va développer un problème de lupus dans quelques années. Alors finalement, à l'hôpital universitaire, on a refait les examens et puis le SM était négatif. Donc, du coup, ça décolore totalement l'histoire. Mais c'est vrai que les auto-anticorps peuvent être annonciateurs de quelque chose qui vient par la suite. Mais on n'a pas besoin de s'inquiéter sur le moment. Par contre, vous avez bien fait, il faut faire des examens de pédiatrie générale, et notamment examens cardiaques, etc., pour être certain qu'il n'y a pas quelque chose qui nous échappe du point de vue clinique. Alors ça, c'est pour la positivité des anticorps antinucléaires dans les maladies rhumatismales chez l'enfant. Bon, il y a les maladies rhumatismales classiques. Oups, ah non, j'ai fait une bêtise, c'est là. Classiques qu'on retrouve ici. Et puis, normalement, il n'y a aucun
anticorps antinucléaires dans ces pathologies-là. Mais de nouveau, dans le style, j'ai trouvé en phase aiguë aussi des ANA positifs, simplement par la stimulation du système immunitaire. Bon, là, je pense que vous connaissez bien ça. Voilà. Alors, pour le facteur rhumatoïde, n'oubliez pas qu'il est extrêmement rare chez l'enfant. C'est à peu près 3% à 5% au grand maximum des arthrites juvéniles, et qu'en général, ce sont des jeunes filles qui développent ça en préadolescente ou adolescente, et qui sont en fait des polyarthrites rhumatoïdes qui débutent précocement. Bon, les ANCA, vous les connaissez également, on les met en lien avec les vasculites, et là également, ça ne sert strictement à rien de faire ces ANCA si on n'a pas une clinique qui nous fait penser à une vasculite, parce qu'on peut avoir des ANCA positifs sans aucune spécificité, hein, donc sans que vous ayez ici les anti-PR3 ou les anti-MPO, et ça, à ce moment-là, c'est totalement non spécifique. Bon, ça, c'est la liste des maladies qui peuvent donner ici des anticorps C1K et P1K. Le HLA-B27, ça vous le connaissez bien aussi, c'est, hop là, je me trompe chaque fois, c'est en général, chez l'enfant, ce sont les pathologies ici qui sont associées avec le HLA-B27. Et comme vous l'avez bien montré, il y a aussi beaucoup de spondylarthropathies qui sont HLA-B27 négatives, avec en général pas d'anamnèse familiale non plus positive. On a quelques familles parmi nos patients où vraiment on a plusieurs personnes dans la famille qui sont positives, mais il y a beaucoup de spondylarthropathies qui sont plus indifférenciées et pour lesquelles on n'a pas le HLA-B27. Là, si cet enfant avait 8 ans, j'aurais fait un HLA-B27, ça peut nous aider dans le diagnostic. Voilà. Donc, le bilan rhumatologique sont des examens qui sont une aide au diagnostic, mais très peu spécifiques. Et ça, je pense que c'est vraiment le message à retenir, c'est que c'est très peu spécifique et ça doit être interprété dans le cadre de la clinique, toujours. Vous voyez ici, les ANA ne sont pas toujours positifs. Ça, c'est une autre chose. On parle souvent quand on dit arthrite juvénile oligo, on dit c'est avec des anticorps antinucléaires, mais parfois ils sont négatifs, ces anticorps antinucléaires, et ça ne va pas vous exclure du tout une arthrite juvénile oligo-articulaire. Les ASLO sont utiles ici très élevés et selon la cinétique. La sérologie Borrelia, on en a parlé, et puis le HLA-B27. Alors, je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps, parce que j'ai vu que le temps avait passé, mais comme je ne vois pas les orateurs, il reste encore 9 minutes, d'accord. Magnifique, alors c'est très bien. Il faudra juste me faire taire quand ça sera le moment de s'arrêter et de passer à la suite. Je voulais encore voir avec vous qu'est-ce qu'il en est de la prise en charge au niveau thérapeutique. Lorsque vous avez une arthrite juvénile, quels sont les schémas thérapeutiques qu'on va utiliser? Alors, par exemple, ici, pour cette arthrite juvénile forme oligo-articulaire, qu'est-ce que vous utilisez comme traitement? Alors, nous, on a 3 anti-inflammatoires qu'on aime bien utiliser chez l'enfant. C'est d'abord l'ibuprofène. Alors, pourquoi est-ce que c'est le HIT? C'est parce qu'il y a un sirop qui est très agréable à prendre et que les enfants aiment bien. Voilà, ça c'est la première raison. Après, on utilisait pas mal le naproxène. Le problème, c'est qu'on n'a plus de sirop. En tout cas, nous, en Suisse, on n'a plus de sirop pour le naproxène. Et puis, il y avait une complication qu'on a vue chez quelques patients. C'est ce qu'on appelle une pseudoporphyrie, avec des petites lésions sur le visage, comme si on avait donné un petit coup d'ongle pour enlever une partie de la peau. Et ça, je l'ai vu chez 3-4 patients, ce qui est un peu embêtant. Bon, ce n'est pas grave en tant que tel, mais du point de vue esthétique, ce n'est pas obligatoirement l'idéal. Donc ça, avec le naproxène, oui. Et ça a été décrit dans la littérature que c'était aussi en lien avec le naproxène, ce qui n'est pas en lien avec l'ibuprofène. Donc actuellement, nous, on utilise principalement l'ibuprofène. On peut utiliser le diclofénac. Nous, on a des gouttes de Voltaren qui sont à disposition. Par contre, l'indométhacine, ça, nous, on ne l'utilise pas, même dans le style. Alors, oui, c'est ça. Mais l'indométhacine, il n'y a pas. Et en fait, il n'y a pas d'AMM, l'indométhacine. Oui, c'est ça. Mais je suis en train de vous dire qu'on n'utilise pas l'indométhacine.
Et si je le dis, c'est parce que c'est souvent cité, notamment dans le document de la HAS, mais en fait, ceux qui l'utilisent en France, c'est Necker. Les gens à Necker, ils aiment bien pour le style commencer par traiter par des hautes doses d'indométacine, mais ce sont les seuls qui le font. En tout cas, dans mes collègues en France, personne ne le fait. Dans les autres pays européens, on ne le fait pas. Parce que finalement, il n'y a aucune étude qui a prouvé que pour le style, réellement, l'indométacine était plus efficace. Le problème, c'est qu'avec les anti-inflammatoires dans le style, soit ça répond, et il y a quelques patients oui, qui sont arrivés en rémission et après qui n'ont pas refait de poussée, soit ça ne répond pas en quelques semaines, et à ce moment-là, il faut passer à quelque chose de plus efficace. Ça, je pense que c'est le message que moi je peux vous donner par rapport à ça. Et l'indométacine, c'est quand même un médicament qui n'est pas si banal que ça. On a tendance à dire, oui, puis on a tendance à dire anti-inflammatoire, c'est pas grave, mais finalement les anti-inflammatoires ont pas mal d'effets secondaires. Et leur propre expérience. Sans commentaire. Et l'aspirine, souvent, nous, on ne donne pas d'aspirine. Si vous voulez vraiment couvrir de façon anti-inflammatoire avec l'aspirine, c'est toutes les 4 heures qu'il faut le donner. Donc ça veut dire qu'il faut réveiller l'enfant, pardon ? Oui, oui, non mais c'est juste, vous avez raison, mais c'est pour ça qu'on a aussi 3 anti-inflammatoires à disposition. Voilà, voilà, donc les anti-inflammatoires en premier, quelles sont les doses que vous utilisez pour l'ibuprofène ? 20 mg par kilo par jour ? 30. Alors nous, on monte à 40 mg par kilo par jour, en 3 doses. Donc ça, c'est le maximum. Après, il y a le diclofénac, là, c'est 2 à 3 mg par kilo et par jour. Est-ce que vous donnez des IPP ? Bon, ceux qui nous ont invités hier soir ne sont pas là, vous pouvez vous exprimer, allez-y. Non, moi, on en donne chez l'adolescent assez facilement. En général, je le mets sur la prescription et je dis que s'il y a le moins de symptômes gastro-intestinaux, il faut le donner. Et ça fait l'inappétence fait partie des symptômes. Parce qu'un petit enfant, il ne va pas obligatoirement dire qu'il a mal au ventre, il va peut-être être inappétent, les parents vont l'observer, vont bien le voir, et puis à ce moment-là, il faudra donner l'IPP. Donc il faut bien informer les parents, parce que quand même les IPP ne sont pas des médicaments qui sont si banaux que ça, hein. Ils ont quand même des effets potentiellement désagréables. Donc il ne faut pas donner un médicament qui n'est pas utile, mais en même temps il faut se méfier parce que ça peut rester très peu symptomatique et puis on peut tout à coup avoir un ulcère important et ça il faudrait éviter. Alors maintenant, ensuite, pour ce patient, il ne répond pas assez aux anti-inflammatoires, qu'est-ce que vous allez faire? On infiltre, oui. Avec quoi est-ce que vous infiltrez? Oui, tout à fait. Oui, oui, l'hexatrione, ou il s'appelle aussi l'éderlon selon les pays. Ça, c'est vraiment le plus efficace. D'accord. Sinon, on peut utiliser le Kenacort, ça marche bien aussi. Alors, oui, vous pouvez aussi, tout à fait. Ouais. L'hexatrione est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Vous faites comment l'infiltration chez un petit enfant de 3 ans? Ils sont peut-être plus sages, les Tunisiens, que les Suisses, hein, ils sont peut-être moins douillets. Mais comment est-ce que vous faites? Pourtant, c'est le premier traitement. C'est vraiment hyper efficace. Alors, on peut faire une prémédication. Souvent, c'est difficile. Nous, on a fait longtemps des anesthésies générales, vraiment très courtes, propofol ou comme ça, très rapides. Comme ça nous met dans les bonnes conditions. Et puis, on fait le geste et on réveille l'enfant tout de suite. Si on lui donne des sédatifs et puis dort encore longtemps, on doit le surveiller, enfin c'est pas toujours évident. Et puis maintenant on utilise pas mal le méopa, donc le mélange de protoxyde d'azote et d'oxygène. Et puis récemment on a développé l'hypnose aussi, qui marche très bien, soit avec le méopa ou sans méopa. Chez les enfants, ça marche très bien.
Et on peut le faire vraiment dans des très bonnes conditions maintenant, même chez un petit enfant. Alors jusqu'à l'âge de 5 ans, en tout cas on peut descendre jusqu'à 5 ans sans anesthésie générale avec ça. Faut... Pardon? Oui. On ponctionne, on prélève le liquide, on mesure, disons, on analyse le liquide, et puis ensuite on injecte. Et puis si c'est... L'aspect du liquide, oui, tout à fait. Et puis, on utilise beaucoup l'ultrason pour faire ça. C'est-à-dire qu'on a maintenant dans l'unité, on a la chance d'avoir 2 collègues qui font l'ultrason et puis qui font les infiltrations sous ultrason. Alors, le genou, c'est moins important parce qu'on est plus facilement dedans, bien que si on regarde bien les études, on est souvent à côté. Oui. Encore plus chez l'enfant, oui, tout à fait. Donc, si on peut avoir accès à l'ultrason pour faire les infiltrations, je pense que c'est une bonne idée. D'accord, donc alors ça c'est pour l'oligoarthrite. Si vous avez un patient qui a une atteinte qui est plus étendue, une polyarthrite ou une oligoarthrite étendue, qu'est-ce que vous allez utiliser comme médicament après les anti-inflammatoires? Méthotrexate, oui, tout à fait. Ça c'est vraiment le médicament de base qu'on va utiliser. Les corticoïdes, on l'utilise seulement de façon transitoire s'ils ont une forme très inflammatoire. C'est-à-dire s'ils sont très symptomatiques, on va l'utiliser. Et puis, bien entendu, dans la forme systémique, dans le style, ça c'est différent. Mais bon, autrement, pour la polyarthrite, c'est principalement le méthotrexate. Et on va le donner sous quelle forme? Oral, oui. Alors, ça dépend, je pense, de l'importance de la maladie. Si c'est très inflammatoire, j'irai d'emblée avec le sous-cutané. Le problème du sous-cutané, c'est que c'est douloureux. C'est quand même une solution très huileuse. Et chez l'enfant, toutes les semaines, lui injecter un médicament, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça qu'on... Pardon? Oui, tout à fait. Mais donc, c'est pour ça qu'on utilise Péros, souvent. Et là, on a quand même besoin de 3-4 mois jusqu'à ce que ça commence vraiment à faire effet. Et si on voit que ça ne fait pas effet, à ce moment-là, on doit augmenter la dose. Et puis après, on va passer aux anti-TNF. Donc c'est un peu comme ça notre schéma habituel. Oui. Alors la dose, c'est de 8,5 à 12,5 par mètre carré. Donc on le fait vraiment par mètre carré. 8 à 12, et puis si ça ne répond pas, on peut monter jusqu'à 15 par mètre carré. Il y a une étude du Printo qui a montré que de monter à 30 mg par mètre carré était totalement inutile. Il y avait plus d'effets secondaires, mais il n'y avait pas plus d'effets positifs. Après, oui, c'est difficile. On peut faire préparer par la pharmacie un liquide pour injection dans des seringues qui peuvent prendre Péros. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas couper les comprimés s'ils n'arrivent pas à les avaler, il faut le faire préparer. Et alors, malheureusement, dans mon expérience, il y a beaucoup de nausées. C'est-à-dire pratiquement un... Oui, alors, il y a toléré et toléré, mais nous, souvent, au bout d'un moment, on doit l'arrêter ou le passer en sous-cutané parce qu'il y a ces nausées. Et d'ailleurs, il faut avertir les parents parce que c'est vrai que parfois, rien que le fait de voir l'infirmière qui arrive pour faire l'injection, ils vomissent déjà, ou de voir le jaune, ils ne peuvent plus voir de comprimé jaune. Et donc ça, il faut avertir les parents parce qu'ils vont penser, mais tu dis n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ridicule, tu fais du cirque. Non, ce n'est pas du cirque, c'est de la réalité. Au niveau des contrôles, qu'est-ce que vous allez faire comme contrôle régulier pour le méthotrexate? Transaminase, oui. Non. Formule sanguine, transaminase. Et ça, on le fait tous les mois pendant 6 mois et après tous les 3 mois. Tous les 2 à 3 mois. VSCRP à chaque, disons, contrôle de consultation. Mais c'est vraiment transaminase et formule sanguine qu'on doit faire régulièrement. Et il faut faire attention parce que les parents, finalement, au bout d'un moment, ne vont plus le faire. Sinon, on ne le contrôle pas et on doit vraiment faire attention. Au niveau infectieux, quels sont les conseils qu'on va donner aux parents? Vaccination. Et je pense que c'est à nous de vérifier aussi qu'ils ont vraiment été vaccinés, de voir le calendrier vaccinal. On fait parfois des anticorps vaccinaux si on veut être certain qu'ils sont vraiment bien contrôlés du point de vue de leur vaccin. Mais vraiment, on doit faire attention à ça. Quels sont les vaccins qu'on ne peut pas donner?
qu'on ne peut pas donner. Vivants, oui. C'est lesquels chez l'enfant? Varicelle, rougeole, rubéole et oreillon. Ça également, c'est vivant. Donc ça vaut la peine, si vous avez un petit enfant qui a une forme oligo ou polyarticulaire, il faudrait vérifier les vaccins déjà bien avant de penser au méthotrexate. Parce que si on voit le patient au départ, il a une polyarthrite, on se dit anti-inflammatoire, oh, il y a une chance que je vais mettre le méthotrexate, vous pouvez vacciner pour la varicelle s'il n'a pas eu la varicelle, vous pouvez vacciner, compléter les vaccinations avec le ROR, et donc ça vaut la peine d'y penser. Je pense que vraiment, je vous l'explique comme ça, mais nous, on n'est pas très bon non plus. En général, on ne fait pas assez attention aux vaccins, et c'est vraiment essentiel de bien protéger nos patients. Oui. Alors, ça pose un problème, mais on se doit de le respecter, puisque c'est leur choix. Mais il faut vraiment qu'on passe du temps pour leur expliquer le pourquoi et le comment. Alors, en Suisse, on n'a pas d'obligation légale pour les vaccins. Je ne suis pas persuadé que les obligations légales soient quelque chose qui soit vraiment aide beaucoup. Je pense que l'adhérence est importante. Malheureusement, on a beaucoup d'ennemis anti-vaccins qui racontent beaucoup de bêtises. Et c'est difficile de remonter la pente par rapport à ça. Donc ça, je pense que c'est vraiment un côté problématique. Après, quels sont les autres conseils que vous allez donner? Ah oui, facteur rhumatoïde positif et négatif. Alors c'est juste que dans la forme polyarticulaire, vous avez facteur rhumatoïde positif, et à ce moment-là, c'est la PR du jeune. Et ça doit être traité comme une PR, ou alors c'est son négatif, et à ce moment-là, c'est une maladie différente. Voilà, très bien. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là.